bienvenue dans Paris Week-end. On est ravis de vous retrouver avec Stéphane. On espère que vous allez passer déjà un bon début de dimanche en notre compagnie. On va essayer de tout faire pour. Merci d'être avec nous. Voici les titres de votre journal 100% Paris et Île-de-France. L'étau se resserre autour de Piotr Pawlenski à l'origine de la chute de Benjamin Griveaux. L'activiste russe a été arrêté hier et placé en garde à vue. Sa compagne est également entendue. Elle serait la destinataire des vidéos intimes. Le point sur l'enquête dans quelques minutes. À la recherche du candidat 48 heures après la démission de Benjamin Griveaux, La République En Marche n'a toujours pas sa tête de liste à Paris. Plusieurs noms circulent. La ministre de la Santé Agnès Buzyn, Mounir Majoubi, des discussions avec Cédric Villani. Qui pour reprendre le flambeau? On essaye d'y voir plus clair avec nos éditorialistes politiques. Et puis nous continuerons notre découverte des ponts parisiens avec Ariane Limousin. Vous verrez que certains possèdent quelques secrets inattendus que nous vous révélerons tout à l'heure. Ce sera le pari découverte de ce dimanche. Côté météo, un ciel agité aujourd'hui avec des nuages dès ce matin. Les températures sont anormalement élevées, jusqu'à 15 degrés en fin de matinée. On est 8 à 9 degrés au-dessus des valeurs de saison. Dans l'après-midi, ça va encore plus se compliquer en marge de la dépression d'Ennis. Eh bien, vous allez avoir en Île-de-France du vent, on va le voir sur cette carte. Du vent avec des rafales jusqu'à soit 80, 85, voire 90 km/h par endroit. Un vent de secteur sud-ouest qui va donc ramener cette douceur jusqu'à 17-18 degrés attendus dans les rues de Paris et notamment au sud de l'Île-de-France, Sud-Essonne et sud de Seine-et-Marne. On pourrait avoir donc des valeurs qui devraient dépasser par endroits localement donc les 18 degrés. Le soleil sera-t-il de retour demain? La réponse à la fin de cette édition. Et puis nous partons tout de suite sur les routes franciliennes pour vous dire que vous roulez très bien à 7h30. Regardez cette image qui nous arrive depuis la porte de Bagnolet. Trafic fluide sur le boulevard périphérique intérieur-extérieur. La bretelle d'accès à la 3 est également accessible. Et puis de manière générale, vous le voyez sur cette carte, c'est du vert malgré cet accident sur la 86 extérieure du côté d'Antony. La plus grande prudence est évidemment recommandée. Très bon début de journée avec BFM Paris. Bon petit déjeuner à toutes et à tous. Toute l'info à Paris en Île-de-France, c'est maintenant et en direct. Paris Week-end, Piotr Pawlenski en garde à vue. L'activiste russe qui revendique la diffusion des vidéos intimes de Benjamin Griveaux a été interpellé hier à Paris. Il a été transféré dans les locaux de la police judiciaire dans le 17e. Une arrestation qui n'a pas de lien direct en tout cas avec l'affaire des municipales. Exactement, il a été en fait arrêté dans le cadre d'une autre affaire, une affaire de Rix le 31 décembre dernier. Sa compagne également est entendue par les enquêteurs. Elle était en fait la destinataire des vidéos concernant Benjamin Griveaux. Tout de suite, les éléments sur cette enquête avec Guillaume Barqui. C'est dans cet hôtel, à cheval sur Paris et Boulogne-Billancourt, que Piotr Pawlenski et sa compagne ont été interpellés hier après-midi. Des interpellations qui, à l'origine, ne concernent pas l'affaire de la vidéo à caractère sexuel de Benjamin Griveaux. Les enquêteurs les arrêtent dans le cadre de faits de violence avec armes. Le 31 décembre dernier, une violente altercation éclate dans le 6e arrondissement de Paris. 2 personnes sont blessées au couteau. Mais depuis cette arrestation, Benjamin Griveaux a porté plainte pour atteinte à l'intimité de la vie privée. Les enquêteurs peuvent donc l'interroger aussi sur ces faits, autour desquels plusieurs zones d'ombre persistent. Tout d'abord, qui est à l'origine du site internet Pornopolitique où se trouvaient les images intimes de Benjamin Griveaux? Piotr Pawlenski avait-il des complices dans la conception de cette plateforme, très bien référencée et écrite dans un français impeccable? Deuxième zone d'ombre, les autres vidéos dont parle Piotr Pawlenski. L'activiste russe prétend détenir des images compromettantes de plusieurs autres personnalités politiques. Une information prise très au sérieux par les enquêteurs qui continuent de chercher ces vidéos. Pour l'heure, Piotr Pawlenski est interrogé sous le régime de la garde à vue. Sa compagne est également entendue par les enquêteurs. Et en parallèle, dans l'actualité, La République En Marche enchaîne les réunions pour trouver un successeur à Benjamin Griveaux. Au siège du parti hier, on a vu défiler les marcheurs. Un nom revient, celui d'Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, pourrait reprendre le flambeau malgré son agenda de ministre très chargé forcément. Les marcheurs sont décidés, sont déterminés
plus déterminés que jamais à porter un projet de changement pour Paris. Il y a une détermination qui est totale. Vous savez, l'histoire n'est pas écrite à l'avance. Nous allons décider collectivement aujourd'hui comment nous pouvons présenter un candidat et très rapidement repartir sur le terrain parce que les Parisiens ont besoin d'une alternative claire à Anne Hidalgo. Cette décision, elle va être prise par tout ce collectif qui veulent l'alternance. Le témoignage que je peux vous faire de la réunion qu'on vient d'avoir, c'est qu'il y a énormément de respect, énormément d'intelligence et une volonté, c'est gagner. Sur le plateau de Paris Week-end, Christophe Barbier, éditorialiste politique pour BFM TV. Christophe, quel est le profil, quel serait le profil le plus idéal pour remplacer Benjamin Griveaux? Le nom devrait être annoncé d'ici demain. Le profil dépend de la stratégie. Si la stratégie avait été guerre à outrance pour essayer de gagner, un profil comme Marlène Schiappa était assez bien placé. Visiblement, ça n'a pas été retenu. Si le profil était nos électeurs viennent plutôt de la droite, évitons l'hémorragie qui les fasse partir vers Rachida Dati, le profil était plutôt Delphine Burkli, quelqu'un venant elle aussi de la droite, écarté aussi. Donc on a l'impression que là, le profil, c'est d'essayer de trouver une personnalité assez consensuelle, assez puissante, pour que d'un côté, la polémique se taise et que de l'autre, les Parisiens se disent « Ah bah tiens, oui, il ou elle, comme maire de Paris, pourquoi pas ?» C'est le scénario Agnès Buzyn. À mon avis, c'est un mauvais scénario parce que la France doit passer avant Paris et surtout avant une campagne municipale quasiment perdue d'avance. Or, Agnès Buzyn a sur les bras le dossier des retraites, l'affaire du coronavirus, le dossier de la dépendance. Donc je pense que ça ne serait pas bon pour la France de la retirer du gouvernement pour la lancer dans cette campagne. Même si, une fois battue, elle pourrait rester au gouvernement. Donc je pense que ce n'est pas une bonne solution. Donc il reste la dernière stratégie. La République En Marche est un parti en difficulté sur le territoire national, qui attendait de Paris une sorte de victoire de consolation, de compensation. C'est au patron du parti, Stanislas Guerini, de prendre ses responsabilités, d'assumer le leadership dans cette campagne, qui est une campagne désormais impossible, et d'assumer ensuite, en tant que chef du parti, les résultats nationaux de la République En Marche dans les municipales, avec Paris dans la balance. Et puis, Christophe, il y a aussi le cas Villani, dont on a beaucoup parlé depuis hier. On va tout d'abord écouter Marie-Laure Harel. Cédric Villani ne sera pas notre candidat. Nous espérons que Cédric Villani puisse rejoindre notre campagne. Il n'est jamais trop tard. On regrette de toute façon, on déplore depuis des mois qu'il soit parti, mais il ne fait pas partie des options qui sont sur la table aujourd'hui. Pourtant, on a l'impression, Christophe, que Villani peut aussi être un personnage clé. Par exemple, Richard Ferrand, dans le JDD, appelle un rassemblement large, y compris avec Villani. Du coup, on fait quoi avec Cédric Villani? Oui, rassemblement large, c'est une des dernières chances pour la République En Marche, mais au soir du premier tour. Il est trop tard pour éviter cette dissidence, rabibocher tout le monde et faire des listes uniques. C'est compliqué techniquement, les histoires de fusion de budget. C'est compliqué psychologiquement, évidemment, avec des gens qui se font la guerre depuis plus de 6 mois. Et c'est compliqué aussi, même politiquement, puisque Villani est engagé dans un projet, un rapprochement avec les écolos, l'axe climat, qui rend difficile une alliance avant le premier tour avec les classiques de la République En Marche. En revanche, au soir du premier tour, il faudra vite faire arrondissement par arrondissement les additions, qui peut se maintenir, qui peut fusionner, avec qui, pour faire quoi, dans la perspective d'un second tour où ces alliances engrangent le maximum de conseillers de Paris. Car on l'a bien compris, c'est au nombre des conseillers de Paris que le troisième tour va se jouer et que le nom du maire ou de la maire sortira. Donc voilà pourquoi aujourd'hui la dernière chance d'En Marche, c'est de se réconcilier avec Villani, non aujourd'hui, mais le 15 mars au soir. Il y aura 24 heures pour négocier, fusionner et déposer les listes le mardi à la préfecture. Et on le prévoit dès maintenant, du coup. Ah oui, il faut le préparer, ça se prépare. Il faut le préparer. Merci Christophe Barbier d'être venu sur le plateau de Paris Week-end. On vous rappelle qu'on attend donc d'ici demain le nom de celui ou de celle qui prendra la place de Benjamin Griveaux, donc dans la course au municipal. Dans l'actualité de ce dimanche également, le touriste chinois qui était infecté par le coronavirus est hospitalisé depuis fin janvier à Paris, à l'hôpital Bichat dans le 18e, est décédé vendredi soir. Son état s'était rapidement dégradé. Il était depuis plusieurs jours dans un état critique. Il s'agit pour le moment de l'unique décès hors d'Asie. Le patient infecté avait 80 ans. Sa fille également contaminée par le coronavirus devrait, elle, pouvoir sortir prochainement de l'hôpital. Son état n'inspire plus d'inquiétude selon le ministre de la Santé. Et puis, les fêtards, hier soir, Parisiens et Franciliens ont eu la bonne surprise de retrouver plusieurs lignes de métro, de tramway également ouverts, 6 en tout, toute la nuit à l'occasion des nuits festives. Oui, 4e épisode pour tester les transports en commun nocturnes. C'est vrai qu'on est assez jaloux des métros à Berlin, des transports assez incroyables la nuit à Londres également. Alors, qu'en pensez-vous à Paris? Est-ce que ça a changé votre soirée ou bien pas du tout? Maëva Lamy et Florian Chevalet vous ont interrogé. Des transports qui roulent tout au long de la nuit.
Le dispositif, testé un samedi par mois durant 6 mois, était expérimenté hier soir pour la 4e fois. Une bonne idée pour de nombreux Parisiens. Je trouve que c'est important qu'on ait un peu de transport en commun. C'est vrai qu'on n'en a pas spécialement souvent, enfin très tard en tout cas. Et puis c'est bien, ça nous permet de sortir un peu plus. Concrètement, 6 lignes de métro et 3 lignes de tramway étaient concernées. Les bus noctiliens étaient aussi renforcés à Paris et en Grande Couronne. Une opération qui a coûté 600 000 € et mobilisé 700 agents, dont le but est de redynamiser la vie nocturne à Paris. Mais pour beaucoup d'habitants, l'enjeu reste d'assurer la sécurité des passagers, notamment des femmes. C'est bien d'ouvrir le métro toute la nuit, mais il faut aussi après assurer derrière niveau sécurité, parce que bon voilà, samedi soir, la nuit, des gens ils sortent de soirée, tout dans des états, donc voilà, après il faut assurer aussi la sécurité derrière. Tant qu'on est en sécurité avec des gens de confiance et pas trop éméchés, comme on dit, même à 22 h on peut tomber sur des personnes pas très saines d'esprit, donc c'est notre chance, nous et notre chance. Un bilan global de l'opération doit être mené au printemps. Lors des 3 premières éditions, le dispositif n'avait attiré que 15 000 personnes en moyenne. Et puis, toujours dans le thème des transports, pas de lundi noir attendu dans les transports parisiens. Pourtant, l'UNSA et RATP, suivi par les syndicats Sud, FO et Solidaire, avaient estimé qu'il fallait lancer un mouvement de grève ce jour-là, le 17 février, date symbolique dans l'agenda parlementaire contre la lutte contre les réformes des retraites. Du coup, pour vous dire rapidement, même si les précisions seront plus précises en fin d'après-midi, il devrait y avoir quelques perturbations sur la ligne 2, la ligne 5 et la ligne 12, mais pas de perturbations majeures. Et je vous rappelle que la CGT n'avait pas pris part à cet appel. Donc pas de lundi noir, en tout cas, comme c'était annoncé il y a quelques jours de cela. Si vous avez déjà ouvert la fenêtre, vous êtes aperçu qu'il ne fait pas si froid que ça pour une mi-février. Et c'est vrai que les températures devraient atteindre des records aujourd'hui. À Paris, on annonce 17 degrés, voire même 18 dans le sud de l'Île-de-France. Carrément 18. Carrément 18. Des températures qui normalement correspondent à des températures d'avril, voire du mois de mai. Kevin Fleury, notre spécialiste météo, nous explique pourquoi ce différentiel exceptionnel. 14 degrés ce matin, c'est ce qu'on a enregistré finalement hier dans l'après-midi et on était déjà hier après-midi 5 degrés au-dessus des normales de saison. Alors pour l'expliquer, c'est très simple, on va regarder l'animation satellite. En fait, on est quand même un petit peu impacté par la tempête Denis avec le vent qui va se renforcer, mais aussi avec ce flux de sud-ouest, vous le voyez ici matérialisé par les flèches rouges qui vient vraiment nous apporter cet air très doux en provenance de l'Atlantique. Voilà les raisons finalement de ces températures très très douces qui pourraient nous amener à battre un record aujourd'hui. Précédent record 1885 pour un 16 février. On verra si on le bat avec ces quelques 17 degrés 9.